Je me présente, je m'appelle Jonathan, j'ai 32 ans, j'ai été pompier pendant 10 ans. Là, ça va faire 4 ans que j'ai arrêté ce métier. Et du coup, pendant ces 10 années, j'ai côtoyé la mort quasi pas quotidiennement, mais presque. Et avant ça, la première personne décédée que j'ai vue, c'était ma mère que j'ai perdue à l'âge de 17 ans suite à une longue maladie, un cancer des poumons. Et aujourd'hui, du coup, j'ai changé complètement d'activité. Alors j'ai choisi de devenir pompier, c'est une histoire un peu de famille, mon père a été pompier volontaire pendant des années, et du coup de quasi ma naissance jusqu'à mes 10 ou 11 ans, j'ai vécu dans une caserne de pompiers, mon père était ce qu'on appelle logé, donc limite dans mon jardin j'avais les camions de pompiers, donc fatalement j'ai baigné un petit peu dedans, malgré tout quand j'étais petit c'était pas du tout le métier qui me faisait rêver, je voulais pas du tout faire ça, et en fait j'ai fini par rentrer jeune sapeur-pompier à 14 ans, et puis volontaire à 18 ans, et ensuite pompier professionnel à 19 ans. Et en fait, c'est vraiment cet aspect de venir en aide aux gens. Ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était la partie incendie. C'est ce qui me faisait vraiment vibrer. Et du coup, de fil en aiguille, voilà, je suis devenu pompier pendant 10 ans. Alors, la première personne décédée que j'ai vue dans mon métier, j'étais volontaire. Donc j'avais tout juste 18 ans. Donc c'était mon deuxième mort que j'ai vu après ma mère. Je m'en souviens très bien, c'était un samedi, il était midi, c'était juste avant de manger, et ça a été très marquant parce que c'était une personne âgée, une petite mamie, qui s'est jetée sous les roues d'un train. Du coup, c'était assez chaotique comme décès. Il a fallu passer outre, il a fallu après se remettre de ses émotions, et on est passé à table presque normalement, mais bon, comme j'étais très jeune, avec mes collègues, on en a quand même discuté, on a pris un peu de temps de débriefer dessus, parce que quand t'es aussi jeune, de voir quelqu'un dans un tel état, c'était quand même quelque chose de marquant. C'était il y a 14 ans, et aujourd'hui, je m'en souviens presque comme si c'était hier. Donc on apprend à vivre avec, mais bien sûr que ça m'a marqué, et surtout que c'était vraiment le premier décès que je voyais, donc c'était un petit peu hard, quoi. Du coup, au niveau des histoires, des expériences que j'ai pu vivre en côtoyant la mort par ce métier, il y en a vraiment qui sont des très marquantes, notamment tout ce qui touche aux enfants. Surtout que des fois, les enfants, c'est vraiment des accidents assez bêtes et simples du quotidien. Donc une fois, on est intervenu sur un enfant de 2 ans qui s'était étouffé avec un bout de pomme que sa grand-mère lui avait donné. Du coup, la famille dans tous ses états, surtout que jusqu'au dernier moment, on a vraiment cru qu'il allait mourir. On a fait un massage cardiaque pendant vraiment très très longtemps, mais vu que les voies aériennes étaient bouchées, c'était pas toujours très efficace. Le SMUR a fini par arriver, et ils ont pu dégager les voies aériennes, et au final, le petit a pu revenir, et je pense qu'il a côtoyé la mort de vraiment très très proche, et pour tout le monde, c'était quasiment cause perdue à un moment. Même le docteur, il pensait que ça allait être très compliqué, et au final, il a réussi à avoir un pouls à un moment. Du coup, il est sorti in extremis, donc on est passé vraiment très très proche du drame ce jour-là. Une autre anecdote qui me vient en tête, qui m'a quand même beaucoup marqué par son aspect vraiment très très triste, l'ambiance était vraiment très particulière ce jour-là. On est intervenu dans une famille, un jeune homme de 30 ans qui faisait un malaise cardiaque, il était en arrêt cardiaque, suite à une prise de médicaments. Et du coup, on procède au massage cardiaque, on essaye de faire tout ce qu'on peut, le SMUR arrive, pareil, le médecin tente tout ce qu'il peut. Au final, il s'avère que le jeune homme n'était pas sauvable, donc il a fini par décéder. Et il vient le moment, du coup, le médecin doit annoncer à la famille que le jeune homme est décédé. Et du coup, il s'assoit sur le canapé, il discute avec la mère, mais il y a toute la famille qui était présente, on était tous présents à ce moment-là. Donc il discute avec la mère, il lui explique que malgré que tout ce qu'on a tenté, on n'a pas pu le ramener à la vie, et que du coup, il est décédé. Donc tout le monde se met à pleurer, mais la mère... je pense qu'elle a eu du mal à accepter sur le coup le décès de son fils. Et du coup, elle a eu une phrase qui m'a assez touché. Elle a dit « Mais si je lui fais un câlin, est-ce que ça peut pas aider ?» Et j'ai trouvé ça vraiment le dernier recours que peut avoir une mère pour faire quelque chose pour son fils. Bon, bien sûr, du coup, le médecin lui a dit que c'était pas possible, que c'était trop tard et qu'il n'y avait plus rien à faire. Donc c'était vraiment très très pesant.
et celle-ci m'a beaucoup marqué. Ouais. Une autre anecdote sur la mort qui m'a aussi pas mal marqué, on intervient à 7 heures du matin dans un appartement, et en fait c'était un père et son fils qui vivaient ensemble. Le fils devait avoir une quarantaine d'années, donc le père était quand même assez âgé, et en fait il dormait dans le salon mais séparé dans une petite pièce par un espèce de rideau en plastique, donc qui coupe pas vraiment les bruits. Et en fait, il a trouvé son père inanimé au sol le matin. Et donc son père a dû se lever pendant la nuit, il a fait un malaise et il est tombé face contre terre. Malheureusement, il s'était éclaté le visage par terre, et donc il a fait un malaise cardiaque, et il s'en est rendu compte plusieurs heures plus tard, donc ça faisait longtemps qu'il était mort. Et pareil, ça m'a beaucoup marqué parce que son fils s'était fait la réflexion de se dire qu'il n'y avait rien qui le séparait de son père, et que s'il l'avait entendu, il aurait pu nous appeler plus tôt et peut-être le sauver, et qu'au final, juste parce qu'il dormait, son père du coup est décédé, donc il se remettait un petit peu la faute sur lui alors que il y était pour rien du tout. Et du coup, c'est pareil, c'était assez marquant la tristesse des gens de voir que souvent face à la mort, en fait, on se sent démuni et on essaie de trouver un coupable ou de rejeter la faute sur quelque chose, alors qu'en fait, des fois c'est juste la vie, et après des fois c'est la mort, quoi. Une autre mort qui m'a vraiment marqué, qui était très violente, on intervient à la gare de la ville où je travaillais vers 2-3 heures du matin pour un règlement de compte. Donc on sait déjà qu'il y a des gens qui se sont fait poignarder. On arrive peut-être à 100 ou 200 mètres de la gare, il y a quelqu'un qui est au milieu de la route, qui nous fait des signes, on le fait monter dans le camion, on comprend qu'il n'est pas tout seul à être blessé, donc déjà lui il était assez gravement blessé. On arrive sur les lieux, donc vraiment au niveau de la gare. Et là, il y avait une personne adossée contre un commerce et une autre allongée complètement au milieu, pas de la rue, mais sur le trottoir, mais c'était un grand trottoir. Et au final, donc c'était un règlement de compte, ils se sont fait poignarder. Celui qui était adossé, du coup, était en détresse vitale, puisqu'il avait reçu des coups de couteau au niveau de la cuisse et au niveau du thorax, donc il était vraiment en danger de mort. Et l'autre personne, du coup... Bon, on a quand même fait tous les gestes qu'il fallait, mais on se doutait qu'il y avait très peu de chances de la ramener, parce qu'elle avait pris, je crois, si je me souviens bien, 11 coups de couteau, certains dans le cou, et en fait, ce qui l'a tué, c'est qu'elle avait reçu un coup de couteau au niveau du bras qui avait tranché les artères, et du coup, il s'est complètement vidé de son sang. Donc malgré tout, on est quand même obligé de faire les gestes de premier secours et de tout tenter pour essayer de ramener la personne. Sauf que, bon là, je pense que c'était beaucoup trop tard. Et du coup, il y avait beaucoup de gens. L'ambiance était ultra tendue, parce que comme c'était un règlement de compte, toutes les familles ont débarqué. Surtout qu'il y avait 3 ou 4 victimes, si je me souviens bien. Donc du coup, il y avait vraiment beaucoup de monde. La police est arrivée, le médecin est arrivé. On a vraiment tout tenté, mais bon, fatalement, la blessure était beaucoup trop grave. Et on nous a sûrement peut-être appelé un petit peu trop tard aussi, et du coup on n'a rien pu faire, et c'était une mort qui était assez violente, parce que l'ambiance était très tendue, et bon, c'était assez chaotique comme sur les lieux, beaucoup de sang, beaucoup de blessures, et c'était intéressant au niveau opérationnel, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais par contre, ça j'en garde un souvenir pareil, bien ancré dans la tête, quoi. Une partie du métier qui est vraiment pas drôle au niveau de quand on est face à la mort, c'est les morts depuis longtemps. Il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'était en plein mois de juillet, pleine canicule. On intervient pour une personne ne répondant pas aux appels, c'était les voisins, du coup, qui nous disent qu'ils n'ont pas vu leurs voisins depuis 2 mois. Donc on s'approche de la porte, on toque bien sûr, et souvent on a un réflexe, c'est de sentir sur l'interstice de la porte pour voir s'il n'y a pas une odeur caractéristique de quelqu'un de mort. On sent absolument rien, donc on se dit bon, il est peut-être parti en vacances. Des fois ça arrive, des gens partent en vacances, ils retournent chez eux, de la famille, et puis on les voit plus pendant un certain temps. Du coup on fait venir l'échelle, parce que c'était dans un bâtiment en étage, pour qu'ils regarde dans le bâtiment, enfin dans l'appartement, ce qui se passe, et puis peut-être procéder à l'ouverture de la fenêtre pour après ouvrir la porte, voir ce qui se passe. Du coup, on a des collègues qui passent par l'extérieur, on entend qu'ils cassent la fenêtre, et ça m'a marqué parce qu'au moment où ils ont cassé la fenêtre, ça a fait un appel d'air, la porte a bougé, et là on a eu une odeur, je pense la pire odeur de ma vie que j'ai sentie. On a compris tout de suite du coup ce qui se passait. Les collègues, ils n'ont pas pu rentrer, l'odeur était vraiment... c'est trop horrible, donc ils ont dû équiper un matériel qui permet normalement de se protéger des fumées, mais là c'était de se protéger des odeurs. Et en fait, la personne était morte juste derrière la porte, donc depuis 2 mois. Donc du coup, ils ont dû le tirer, sauf que étant mort depuis 2 mois, le corps n'est plus aussi bien constitué que quand il est frais. Donc du coup, il se disloquait en gros, donc c'était très compliqué de le tirer. Pour au final, on a réussi à ouvrir la porte, et donc la personne était morte depuis 2 mois avec un corps qui ressemblait presque plus à un corps, qui était complètement méconnaissable. L'odeur a embaumé le bâtiment entier, et on a dû revenir, je pense, 3 ou 4 fois dans l'après-midi pour des habitants de l'immeuble qui faisaient des malaises suite à l'odeur, tellement ça embaumait, ça rentrait dans les appartements des gens. Enfin, ça a vraiment pris un immeuble entier. Donc celle-ci était assez marquante.
Une autre anecdote qui me vient en tête, parce qu'elle était assez particulière, c'est dans un foyer de travailleurs, donc c'est des gens qui vivent en chambre, des fois ils sont 2, 3, 4, là ils étaient juste 2, et du coup on intervient, c'était en plein hiver, mais ces bâtiments des fois sont assez surchauffés, et du coup c'est le voisin de chambre, donc ils vivent vraiment le lit l'un à côté de l'autre, et donc il nous dit que son voisin fait un malaise, et que ça fait quelques jours qu'il sort pas du lit. Et du coup, on intervient, on se rend compte que la personne est décédée. Et en fait, de peau, elle faisait assez noire. Et en fait, en prenant sa carte d'identité, on se rend compte que c'est une personne asiatique. Et qu'en fait, ça faisait sûrement, probablement, plus de 4-5 jours qu'il était mort. Et donc, il avait bien commencé à se décomposer dû à la chaleur du chauffage. Et donc, son voisin a dormi avec un cadavre pendant au moins 3 ou 4 jours, peut-être même un petit peu plus, on ne sait pas trop. Donc c'était très bizarre. Donc fatalement la police a été engagée, ils ont commencé une enquête pour voir s'il n'était pas responsable, tout ça. On ne sait jamais comment se finit ce genre d'histoire, mais c'était vraiment très suspect. Ça me rappelle une autre anecdote. Du coup, on est intervenu pour une personne ne répondant pas aux appels. Encore une fois, c'est vraiment le motif tout ou rien. Soit il n'y a rien du tout, soit en général, c'est des choses qui sont assez graves. Et donc, on rentre, c'était au rez-de-chaussée, on finit par rentrer assez simplement dans la maison. On découvre une personne décédée, sauf que l'appartement était très bizarre. On avait l'impression que des gens s'étaient battus. La personne était nue par terre. Allongée au sol, sûrement décédée depuis peut-être 2-3 jours. Et en fait, elle avait un manteau posé sur le visage, et surtout, c'était, tu sais, comme quand on te met dans ton lit, puis on met la couette sous toi, donc comme si on avait voulu cacher son visage, et puis coincer un peu le manteau sous la personne. Donc clairement, il y a quelqu'un qui, après le décès de cette personne, est venu mettre ce manteau. Est-ce que c'est la personne qui l'a tué? Est-ce que c'est juste quelqu'un qui est venu voir? Je n'ai pas su la fin de cette histoire. Mais pareil, du coup, on était potentiellement face à un meurtre. Donc pareil, la police a été engagée. Et c'est assez marquant, parce que on voit des morts de cause naturelle assez régulièrement. Mais des meurtres, c'est toujours quelque chose d'assez particulier. Donc c'est des choses qui restent à l'esprit, de voir que les humains sont capables de telles choses. Des fois, ça marque toujours, quoi. Une autre intervention qui m'a beaucoup marqué, c'est parce que des fois on arrive, les gens sont en malaise cardiaque, ils sont en arrêt cardiaque, on fait les gestes, des fois ils décèdent, mais on ne les connaît pas. Et du coup, une intervention qui m'a marqué, c'est parce qu'on a pu connaître la personne avant qu'elle décède. Donc c'était un jeune homme de 35 ans à peu près, qui était en surpoids, qui fumait, buvait beaucoup, donc une mauvaise hygiène de vie. Et il était en train de faire un malaise cardiaque, mais il était encore conscient, donc il transpirait énormément, ça allait pas du tout. Donc on le fait monter dans le camion, on commence un bilan, on demande un SMUR parce que clairement ça allait pas du tout, mais on a pu discuter avec lui pendant au moins 5 ou 10 minutes, donc on a pu faire un peu connaissance avec lui, on a un petit peu rigolé et tout, il était super sympa. Et à un moment, il a eu le regard qui est devenu complètement crispé, vitreux, et il s'est crispé sur le brancard, et du coup il a fait un arrêt cardiaque, donc il a perdu connaissance devant nous, on a tout de suite fait les premiers gestes de secours. Le SMUR est arrivé assez rapidement, parce que du coup on l'avait demandé quand même pas mal en avance, mais malgré tous les gestes, malgré le médecin et tout ce qu'ils ont pu faire, la personne est décédée, donc déjà c'était quelqu'un de jeune, et en plus le fait de l'avoir connu avant, pareil, il y avait la famille, parce qu'on était encore sur place, qui était à l'extérieur du camion, donc quand on voit la personne rentrer dans le camion vivante et que on t'annonce qu'en fait elle est décédée, c'est vraiment très 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 compliqué, donc ça c'est quelque chose qui marque quand même beaucoup aussi, ouais. J'ai souvenir aussi d'une intervention qui était très très bizarre, très particulière, c'est une dame qui était tombée, alors on ne sait pas si elle est tombée vraiment ou si elle a été poussée, mais c'était plus suspecté qu'elle ait été poussée, du 4e étage. Du coup on arrive sur les lieux, elle est dans la pelouse, le bassin complètement arraché, le bras fracture ouverte avec l'os qui ressort. Elle, sous l'effet de l'adrénaline, elle était toujours consciente, mais complètement désorientée, elle racontait un petit peu n'importe quoi. Et du coup, on commence à la prendre en charge, mais très compliqué avec toutes les blessures qu'elle avait, parce que notre but, c'est surtout de ne pas aggraver l'état de la victime. Donc du coup, on essaye vraiment de mettre en place tout ce qu'on peut. Elle était très agitée. On finit par la mettre dans le camion. Le SMUR arrive, parce que là, fatalement, il y avait vraiment besoin de l'aide d'un médecin, au moins pour soulager sa douleur. Et il s'avère que dans le camion, du coup, elle fait un arrêt cardiaque suite à toutes ces blessures qu'elle avait. On fait un massage cardiaque. On prend directement la direction de l'hôpital. Donc on masse à 130 km/h sur l'autoroute. Donc c'est
c'est très très sport. Mais vraiment, on donnait tout parce que la dame était assez jeune, elle devait avoir même pas une cinquantaine d'années. Donc là, on a vraiment tout donné pour qu'elle survive au maximum. Donc massage cardiaque pendant tout le trajet. Et une fois arrivée à l'hôpital, on arrive aux urgences, on la dépose, ils commencent à mettre plusieurs appareils en place pour essayer de... Elle avait du sang dans les poumons, donc essayer de régler tout ça. Mais au bout de 5-10 minutes, on se rend compte que malheureusement, on ne pourra rien faire. Donc c'est pareil, on a vu les derniers instants de vie de cette personne qui est sûrement décédée en plus suite à c'était un problème conjugal. Donc c'était assez particulier et pareil, comme c'était dans une cité, il y avait beaucoup de monde autour, l'ambiance était vraiment très électrique, donc c'était très particulier à vivre comme moment. Gérer le comportement des familles, c'est assez compliqué parce qu'on est dans un moment où les gens ils sont en détresse. Fatalement, il vient d'arriver quelque chose qui est très très dur dans la vie. On est tous confrontés à ça, mais on n'est jamais préparé à le vivre. Et du coup, il y a vraiment tout type de réaction. Il y a des gens qui ne l'acceptent pas, mais qui sont plutôt prostrés. Et dans ces cas-là, on peut juste réconforter ou essayer d'aider au maximum. Mais des fois, il y a des gens du coup qui deviennent agressifs parce qu'ils veulent pas non plus accepter la mort. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et des fois, c'est peinant, mais on doit faire intervenir la police pour contrôler la famille. Des fois, ils sont trop virulents en fait pour qu'on puisse juste rester à gérer nous-mêmes le cas. Donc, de devoir appeler la police sur quelqu'un qui vient de perdre un membre de sa famille, c'est clairement pas normal, mais des fois, c'est nécessaire. Mais bien souvent, on n'a pas besoin de ça, heureusement. Et c'est plus du réconfort, rester le plus neutre possible pour la personne, même si des fois ça nous touche, il ne faut pas le montrer. Et essayer d'expliquer au mieux comment ça va se passer, parce que souvent on ne sait pas comment ça se passe derrière, comment ça se déroule, quelle est l'étape d'après. Et du coup, on essaye d'accompagner au mieux les gens dans ces moments difficiles, parce qu'on n'y est jamais préparé. Faire accepter le décès, souvent les gens ils l'acceptent parce que on intervient sur des gens où il y a des longues maladies ou alors il y avait des antécédents et du coup les gens, même s'ils se voilaient la face, ils savaient que ça allait arriver à un moment ou à un autre. Après, pour les morts plus soudaines, c'est beaucoup plus compliqué. Notamment, ça me rappelle une anecdote d'une famille, pareil, personne ne répondant pas aux appels. Un 25 décembre, le papa qui devait venir manger pour le repas, et à 20h30, le papa est toujours pas là. Donc on vient chez lui, et au final, il était décédé dans sa maison depuis quelques heures. Fatalement, quand tu as appelé ton père 3 heures avant, et puis que là, on te dit qu'il est décédé, c'est très très compliqué à accepter. Donc là, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de voir. Et s'ils le demandent, on le fait, hein, ils peuvent voir du coup, parce que ça aide aussi à réaliser que ça y est, on est passé de l'autre côté, quoi. Et les gens, souvent, de toute façon, c'est un travail qui va prendre beaucoup de temps, donc même si sur le moment, ils ont compris ce qui se passait, ils l'ont pas complètement digéré ni accepté, donc souvent, c'est un travail de plusieurs jours. Nous, on quitte les lieux et on s'arrête de voir la personne bien avant ça en général, mais on part pas tant qu'on n'est pas sûr que les gens aient bien compris et que, entre guillemets, tout va bien se passer. Et si jamais la personne est toute seule, on attend qu'il y ait de la famille qui arrive pour pouvoir soutenir et on laisse jamais une personne seule avec un tel événement qui vient de se passer. Donc c'est quelque chose qui demande du temps, mais on prend toujours le temps de le faire en général parce que les gens ont besoin de soutien à ce moment-là, donc c'est pas le moment de dire allez, salut, ciao, bonne chance. Donc non, on reste vraiment sur place et on aide les gens jusqu'au bout et on discute avec eux, on leur explique plusieurs fois, parce que souvent, quand on est dans le déni, on a besoin d'entendre plusieurs fois la même chose pour que le cerveau ait le temps de digérer l'information. Donc on réexplique le pourquoi est-ce qu'ils sont décédés, qu'est-ce qu'on a fait, quelle est la suite des événements. Et en général, après, malheureusement, de toute façon, on est obligé de l'accepter parce que c'est des choses qui font partie de la vie. Est-ce qu'on peut s'habituer à la mort ? Je pense pas vraiment. J'y ai cru pendant longtemps, parce que peut-être on me l'a fait croire, mais aussi parce qu'on a envie de le croire. Du coup, notamment via le premier mort que j'ai vu, donc la petite mamie qui s'était mise sous un train. Sur le coup, ça m'a marqué, bien sûr, mais je veux dire, une semaine après, j'en ai jamais fait des cauchemars, ou je l'ai accepté assez vite, et puis j'ai continué ma vie. Et je pense mentalement, on se crée un bouclier, une barrière, qui fait que, à part contexte très particulier, comme des enfants, ou des morts très violentes, ou voilà, des choses particulières, sinon, on va dire, les personnes mortes du quotidien qu'on peut faire, les longues maladies, les arrêts cardiaques, ce genre de choses,
au final, on s'y habitue un petit peu, ou on pense qu'on s'y habitue. Je pense qu'il est vraiment là le piège. Et du coup, pendant des années, je pensais que ça ne me marquait pas. Et en fait, je pense que ça grappillait, ça érodait mon mental petit à petit. Et je m'en suis rendu compte, donc, juste avant de partir, peut-être 1 an ou 2 ans avant de partir, qu'en fait, de voir des gens décédés et de voir du malheur, et ben en fait, ça m'attaquait mentalement et ça me minait aussi le moral. Mais petit à petit, c'est venu tellement progressivement que je m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'un jour j'ai un déclic et que je me dise, mais en fait, de voir des gens tristes et de voir des morts, en fait, ça m'impacte, ça me rend triste, je sens que ça me fait quelque chose. Et c'est aussi une des choses qui a fait que j'ai voulu arrêter ce métier-là. J'en avais un peu marre de voir des gens tristes, de voir de la misère sociale, de voir, même si c'est des choses que des gens doivent vivre parce qu'il faut aider ces gens-là. J'avais fait ma part, je pense, et du coup j'avais envie de passer à autre chose et de voir des gens rigoler, et voilà. Donc je pense pas en vrai qu'on s'y habitue. Il y a des gens qui sont sûrement beaucoup plus résistants que d'autres, je l'ai peut-être été un peu moins, mais je pense pas qu'on s'y habitue vraiment, et d'une certaine façon c'est sûr que ça nous impacte quand même de voir de la tristesse et des morts. J'en suis quasi sûr, c'est obligé que ça nous impacte. En tant qu'humain, on peut pas se dire oh, je vois des morts tous les jours et puis ça me fait rien. D'une certaine manière, ça nous impacte, c'est sûr et certain. Il y avait certaines interventions où fatalement tu y vas avec la boule au ventre. Moi, c'était, malgré que j'étais pas papa à cette époque-là, les interventions sur des enfants, surtout des arrêts cardiaques ou ce genre de choses, fatalement on appréhende, parce que d'avoir quelqu'un de 85 ans en fin de vie avec plein de maladies qui décède, c'est triste, c'est toujours très triste, mais au bout d'un moment c'est le principe de la vie, il y a la mort à la fin, c'est normal. Un enfant, c'est pas du tout normal qu'il décède. Donc dès que c'était des gens mineurs, moins de 18 ans, même en vrai jusqu'à 25 ans, même plus, hein, fatalement là, quand on voit sur notre ticket de départ qu'on va intervenir sur une personne si jeune et qui est en arrêt cardiaque, là oui, tout de suite ça prend au cœur, et on se dit s'il y a un moment où faut jamais se louper, mais là c'est encore plus, il faut vraiment tout donner au maximum, et là il n'y a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc on se met une pression qui est nécessaire pour vraiment faire ressortir tous ses sens, toutes ses connaissances, et ne rien rater, et vraiment tout donner au maximum pour essayer de maximiser les chances de survie de la personne. Donc ça, oui, ça met la boule au ventre, et du coup, en fait, la boule au ventre, elle vient quand on voit le départ et ce qui se passe. Un truc qui était assez stressant aussi, c'est tous les règlements de compte, parce que souvent on arrive, il n'y a plus que les victimes, et on peut faire notre travail, mais on n'est jamais à l'abri, et c'est déjà arrivé quelques fois que l'agresseur soit pas loin, et que des fois c'est avec des armes à feu, donc on ne veut pas se prendre un coup de couteau ou se faire tirer dessus, quoi. Donc ça, pareil, ça met énormément de pression, déjà qu'on est dans une situation où les gens, des fois, sont vraiment proches de la mort. Donc on a beaucoup de travail à faire. Si en plus on doit gérer cet aspect-là, c'est vraiment compliqué, donc ça met pas mal de pression. Ouais. Mon regard a un peu changé depuis que j'ai fait ce métier, parce que je sais à quoi ça ressemble, et j'ai appris à l'accepter. Ouais, c'est surtout ça, je pense. Le fait d'avoir vu beaucoup de morts et de me dire que en fait, c'est une partie de la vie et qu'il faut l'accepter, ça permet d'être un peu plus résilient sur cet aspect de la vie, qui est la fin de la vie. Du coup, je pense que ça me permet d'être un petit peu mieux préparé quand même si ça ne permet pas d'accepter mieux le fait que quelqu'un meure. Mais il y a un processus mental qui se crée en se disant que on va tous finir par mourir, et on l'a vu, donc on sait à quoi ça ressemble. Et ça aide un petit peu, mais je pense pas que ça fasse une si grosse différence que ça, dans mon cas en tout cas. Toucher un cadavre, ça c'est assez particulier, parce que je pense qu'on se rend pas compte du poids que fait une personne quand elle est décédée, parce que il n'y a plus aucun tonus musculaire, donc c'est vraiment un poids mort, hein. Donc c'est très lourd, c'est particulier, et je pense que le pire c'est la rigidité cadavérique. Donc quand les gens sont tout durs, ça c'est vraiment assez impressionnant à voir et à sentir. Et ça, c'est quelque chose, j'ai jamais pu m'habituer. Quand on devait porter quelqu'un qui était en rigidité, c'est vraiment très 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 bizarre. Et puis le corps froid, vraiment gelé, c'est pas normal de toucher quelqu'un qui est aussi froid. Donc ça c'est pareil. Moi, j'ai jamais vraiment pu m'y habituer sans que ça me choque ou quoi que ce soit, hein, mais ça fait toujours bizarre quand on doit le faire. On doit porter quelqu'un et tu sens qu'il est tout froid. Ça fait toujours bizarre, quoi. On n'est pas du tout tous égaux face à la douleur. Il y a des gens qui
qui se blessent ou qui sont malades, et on les sent vraiment au bout de leur vie, comme si c'était pas possible, ce qui est peut-être le cas, hein, chacun a son propre ressenti, mais en tout cas par rapport aux symptômes que nous on peut diagnostiquer, que ce soit avec un médecin par exemple, des fois on va dire que c'est quand même exagéré, même si peut-être que pour eux c'est le maximum de douleur qu'ils peuvent ressentir. Mais à contrario, des fois on fait des gens qui se mettent un coup de tronçonneuse dans la cuisse, la jambe elle tient quasiment plus que par un lambeau de peau, et ils disent oui j'ai mal, je vois que c'est grave, mais il se serait coupé le doigt avec une feuille de papier, on a l'impression que ce serait presque pareil. Du coup c'est un petit peu choquant, tu te dis mais attends, le mec il devrait même être dans les pommes en fait, là il devrait avoir perdu conscience tellement c'est grave et c'est impressionnant sa blessure. Et au final, est-ce que c'est une réaction du corps ou le cerveau qui protège? Je ne saurais pas expliquer, mais ouais, des fois il y a des gens, ils ont des trucs vraiment très très graves et t'as l'impression qu'ils ressentent presque aucune douleur. Mais on n'est pas égaux, hein. Il y a des gens, on va pas dire la même blessure parce qu'on n'a jamais deux fois la même blessure, mais qui ont des trucs graves et qui par contre douillent et ramassent vraiment, vraiment, vraiment. Et là, du coup, on est obligé de faire appel à un médecin pour soulager les douleurs parce que c'est juste pas possible. Et à première vue, une douleur vraiment. Souvent, c'est dans le corps, les douleurs vraiment les plus insupportables parce qu'on ne peut pas faire quelque chose directement. Une fracture, on peut essayer de l'immobiliser pour essayer de soulager un petit peu, même si on a toujours mal. Quand c'est dans le corps, à part des médicaments, on ne peut pas faire grand-chose. Et les coliques néphrétiques, à première vue, c'est une douleur qui est vraiment insupportable. Et je ne l'ai jamais ressenti, mais visiblement, c'est une douleur qui est assez insoutenable. Alors l'annonce de la maladie de ma mère, c'est des choses, je pense qu'on est obligé de se souvenir, donc j'étais quand même assez jeune, je pense que je devais avoir 15 ans à peu près. Je sais pas trop pourquoi mes parents ils ont fait ce choix, mais en fait ils me l'ont dit juste avant de partir en course. Je sais pas pourquoi. Donc on était à la maison, ils m'ont dit on a quelque chose à te dire, voilà, maman elle est malade. Bon, ok. Et le temps que mon cerveau digère l'information, en fait j'ai craqué dans le magasin, quand on venait d'arriver dans le magasin, parce que je pense que sur le coup je me suis dit ok elle est malade, mais bon, on est tous malades des fois, mais voilà, ça va. Mais là, c'était un cancer, donc je savais qu'elle allait potentiellement, ça pouvait se terminer mal. Et je pense qu'il a fallu le temps du trajet que je réalise ça, et c'est arrivé dans le magasin que mon cerveau a digéré l'information, et du coup, j'ai craqué. La maladie s'est passée comme tous les cancers, avec des hauts et des bas. Elle a été traitée, elle a été opérée, ils lui ont enlevé un poumon. Et la fin, donc c'était juste avant mes 18 ans, 2 mois avant mes 18 ans, donc au moment du bac. J'étais parti avec l'école en stage, c'était un stage, je sais plus, dans les Alpes, où en fait on étudiait pendant une semaine dans une espèce de camp, tous ensemble. C'était assez sympa. Et du coup, j'ai eu ma mère la veille de son décès au téléphone. C'est quelque chose qui m'a fait plaisir, entre guillemets, de pouvoir quand même lui parler une dernière fois, mais je le savais pas. Elle était à l'hôpital à ce moment-là, mais son état était normal. On s'attendait pas forcément à ce qu'elle décède dans la semaine ou même dans le mois, quoi. Et elle est décédée dans la nuit. Et je l'ai pas su tout de suite. Mon père, ma famille a attendu pour me l'annoncer que ma tante fasse le trajet, parce que j'étais dans les Alpes, donc il y avait quand même pas mal d'heures de route. Et du coup, j'ai passé ma matinée normalement, personne ne m'a rien dit, les profs étaient au courant. Et du coup, ils sont venus me voir après manger. M'ont dit, tiens le téléphone, il faut que tu discutes avec ta famille. Mon père n'a pas pu me l'annoncer, c'était trop dur pour lui, c'est ma soeur qui me l'a dit. Et là, c'est... Même si on s'attend un petit peu, c'est quand même un monde qui s'écroule. Et ouais, très dur à accepter. Très dur. Ça fait 14 ans, ça m'émeut encore un peu. Ouais, c'est dur. Ouais, je pense que ça fait quand même se rendre compte que la vie est éphémère et que surtout quand on est jeune, on se dit qu'on a toute la vie devant soi et que ma mère était quand même plutôt jeune, donc du coup, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas vivre toute sa vie ensemble. Et ça vient faucher tout ça très vite et se rendre compte que du coup, ouais, il faut quand même profiter, essayer au maximum d'aller au bout de ce qu'on veut. Je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai choisi de changer de métier, je l'ai fait et je me suis pas laissé m'enraciner dans quelque chose qui me convenait plus, parce que ça me fait me rendre compte que la vie est courte et qu'il faut aller à fond dans les choses. Est-ce que j'ai peur de ma mort? Qui n'a pas peur de sa mort? Je pense que c'est lointain encore, donc j'y réfléchis pas vraiment. Mais aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est pas de mourir, c'est plus de savoir comment je vais mourir. Et notamment de par le décès de ma mère, même si on ne s'est pas acharné médicalement parlant pour la maintenir en vie alors qu'elle aurait dû mourir. C'est ce qui me fait peur. Tous mes proches le savent, j'en profite d'ailleurs de cette vidéo, vous le savez. Je veux pas qu'on s'acharne sur moi. Si je dois mourir, il faut me laisser mourir. J'ai pas envie d'être un légume, j'ai pas envie de me sentir diminué et de plus pouvoir vivre en fait tout simplement, et de juste être médicalement parlant en vie,
mais de plus vivre une vie. Ça, c'est le truc qui me fait peur, de devenir un peu un légume et de subir ma fin de vie, en fait. Ouais, c'est ça, subir ma fin de vie. Ça, c'est ce qui me fait peur, vraiment. Je veux pas ça. Est-ce qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier? Il faudrait. On le fait pas, mais il faudrait clairement. Ouais, je pense que c'est la meilleure façon de vivre. Après, il y a des choses qui font que demain, si tu me dis que c'est mon dernier jour, bah, je claque toute ma thune. Et on peut pas vivre comme ça. Mais en tout cas, dans les relations qu'on a avec les gens, dans la bonté en tout cas, il faudrait vivre comme ça, je pense, prendre des nouvelles des gens qu'on aime, essayer de faire des activités. Des fois, on se dit, ah viens, on va se faire un resto, un ciné, puis 6 mois après, on l'a toujours pas fait. Ça, c'est un truc que vraiment, on essaye au maximum de ne plus vivre comme ça. Donc quand on se dit on va se faire un truc, en général, on pose une date tout de suite, sinon on sait que c'est reporté. Et c'est notamment ce qu'on a fait avec ma femme. Donc quand j'ai arrêté mon métier de pompier en 2019, on est parti faire un tour du monde. Et on voulait pas passer à côté de ça, on savait qu'on voulait le faire, il n'y avait pas de date de fixée, c'était un coup à ce que 6 ans après, on ne l'ait toujours pas fait. Donc on a fixé une date. Et on l'a fait, et je regrette aucunement de l'avoir fait. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui est très important. Si vous voulez faire quelque chose, de ne pas le reporter, parce que, effectivement, on ne sait jamais si on aura un lendemain. Donc on ne peut pas vivre comme si c'était le dernier jour, mais au maximum, il faudrait vivre comme si c'était le dernier jour. Un dernier message pour les gens qui regardent cette vidéo. La mort, c'est inévitable. Et du coup, même s'il ne faut pas y penser tous les jours, il faut s'y préparer, que ça soit un peu à la sienne. Parlez-en autour de vous, de ce que vous avez envie. Et parlez-en à vos proches aussi de ce qu'eux, ils ont envie. Ils partiront peut-être avant ou après vous, peu importe. Mais c'est important, je pense, d'en discuter pour que le jour J, on sache quoi faire et peut-être un petit peu mieux l'accepter. Et puis surtout, profitez de la vie au maximum. Si vous avez envie de faire des choses, faites-les, parce que bah, si vous voulez partir en voyage avec quelqu'un de votre famille ou un ami, faites-le, parce que c'est pas quand ça sera trop tard qu'il faudra se dire pourquoi on l'a pas fait. Donc kiffez la vie, faites des trucs et apprenez à vivre avec la mort, parce que malheureusement elle arrivera un jour, et essayez de la combattre au maximum en profitant de la vie. Je m'appelle Vincent Guard, j'ai 31 ans, je suis un ex-sapeur-pompier de Paris, j'ai été sapeur-pompier de Paris pendant environ 6 ans. Maintenant je suis youtubeur, je fais des vidéos sur YouTube, sur les sapeurs-pompiers d'ailleurs, et j'ai côtoyé la mort de nombreuses fois durant mon métier de sapeur-pompier de Paris. Alors il y a quelques cas qui m'ont marqué, où j'ai côtoyé la mort en tant que sapeur-pompier, notamment une petite fille qui avait 12 ans, et c'était dans le 13e arrondissement, elle a sauté d'une tour, en fait, suicide, voilà, jeune du coup, et elle a sauté de plus de 28 étages. Et nous on arrive, la petite est sur un toit, donc difficile d'accès au début parce qu'il a fallu monter à l'échelle pour accéder à ce toit. Et elle était sur un restaurant chinois, et voilà, elle était vraiment par terre, et voilà, une personne qui tombe de très haut. Et donc nous on arrive, on fait ce qu'on peut pour la réanimer, mais voilà, on a très très peu d'espoir au final, parce que à cette hauteur ça pardonne pas. Le médecin arrive rapidement, le médecin du SAMU, il arrive quasiment derrière nous. Et voilà, nous on masse, donc on sent le corps de la petite qui est tout démembré. Et on masse, on fait la réanimation, parce qu'on est obligé de réanimer. C'est pas de notre ressort de dire si la personne est décédée. Il y a quelques cas où on peut dire que la personne est décédée, mais là, dans ce cas-là, voilà, c'était pas le cas. Donc du coup, il a fallu qu'on réanime. Et le médecin, au bout de peut-être 3-4 minutes, il a dit arrêtez de masser, parce qu'on n'arrivera pas à la faire revenir. Donc là, ça fait quelque chose, parce que c'est une gamine, c'est une petite fille. Donc c'est touchant. Et après, on regarde en haut, on voit les rideaux dans le vent. Donc on compte les étages. On se dit, ah, elle a sauté de tel étage. Donc forcément on est avec la police, la police la police doit faire son enquête, alors la police monte en haut, frappe à la porte et annonce à la famille que la fille a sauté, quoi. Et souvent, là, dans ce cas-là, les parents n'étaient pas au courant. Donc la police demande est-ce que votre fille est ici? Oui, elle est dans la chambre. Et puis quand la mère a ouvert la porte de la chambre, elle s'est aperçue que la fille n'était pas là, que la fenêtre était ouverte, et puis elle a tout de suite compris, quoi. Donc c'est un peu des situations qui sont un peu compliquées à vivre. Donc nous, voilà, on est là pour faire ce qu'on peut, pour sauver, pour réanimer. Voilà, après là, on n'a rien pu faire et on est reparti. Et voilà, après il faut passer à autre chose, quoi. J'ai un autre exemple aussi, une personne qui s'est suicidée chez elle. On est arrivé, personne ne répondant pas aux appels. Ça arrive souvent chez les sapeurs-pompiers. Les personnes, elles n'ont pas de nouvelles de leurs proches, alors elles appellent les pompiers. Et nous, on arrive, on ouvre la porte, parce que
On a des outils qui nous permettent d'ouvrir la porte. Souvent, on passe par la fenêtre avec des cordes. Et on arrive, dans ce cas-là, on arrive chez la personne. Et la personne, elle s'était égorgée avec un cutter. Elle s'était vidée de son sang, donc il y avait du sang partout dans sa chambre. Et du coup, il y avait ses amis qui étaient à la porte. Donc là, il a fallu gérer du coup la victime qui était du coup en arrêt cardio-respiratoire et qui était vraiment en état de mort apparente parce qu'elle était vraiment raide. Donc du coup, quand elle est raide, on sait qu'elle est morte. Et donc du coup, on a quand même commencé à faire la réanimation parce qu'il y avait les proches derrière. Et là, il a fallu gérer les proches, donc les cris des amis. Et ça aussi, ça retourne un peu l'esprit parce que on peut rien faire. Au final, la personne, elle est décédée, quoi. Réanimer un cadavre, c'est jamais facile. Et au début, on le fait, on a toujours espoir. Mais parfois, on sait qu'il n'y a pas forcément d'espoir et que c'est terminé. Mais il faut le faire, parce qu'on se doit de le faire, c'est notre job. Et puis, parfois, il y a les proches qui sont là, qui regardent et qui pleurent et qui sont attristés et qui sont au fond du gouffre. Et nous, on peut pas dire qu'on peut rien faire, en fait. On peut pas montrer qu'on peut rien faire. Il faut qu'on fasse. Et parfois, on fait semblant. Donc, on masse, on fait un massage cardiaque, on masse. Parfois, il y a de l'espoir. Et là, on masse vraiment, mais parfois, le médecin, il nous dit c'est fini. Et là, pour pas heurter la sensibilité des gens qui sont là, il faut faire semblant. On se doit de le faire, en fait, parce que, ok, la personne, elle est décédée, mais derrière, il peut y avoir des souffrances pendant des années, parce que on ne sait pas, les gens qui sont autour, elles sont en train de vivre un drame. Et du coup, il faut qu'elles comprennent que les pompiers ont tout fait. Et de toute manière, c'est ce qu'on fait. On fait tout ce qu'on peut. Mais parfois, c'est trop tard. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Donc voilà, c'est difficile, mais on se doit de le faire. Donc un autre accident qui m'a marqué, bon, il y en a eu plusieurs, mais là, ça m'a aussi marqué, c'est un accident de voiture. 5 personnes sont décédées, donc tous avaient moins de 20 ans. Et là, il a fallu les réanimer, et ça a été difficile pour moi parce qu'ils étaient jeunes, ils avaient quasiment mon âge. Enfin, ils étaient plus vieux, ils avaient tous moins de 20 ans. Et moi, j'avais tout juste 18, 19 ans. Et donc là, c'est difficile parce que c'est un gros accident de voiture la nuit. Donc on est réveillé la nuit, on descend les perches de feu, on monte dans les véhicules. Moi, j'étais au fourgon, donc un engin qui est censé partir pour feu. Là, on part pour un accident de voiture. Donc quand on part pour un accident de voiture au fourgon, c'est que c'est plutôt grave, surtout à cette heure-là. On se dit, il y a quelque chose. Puis on arrive, et puis là, il n'y a personne éjecté. Puis il y a nos collègues en train de masser, de faire du massage cardiaque sur certaines des personnes. Moi, j'arrive avec mon sac et j'essaie de donner un coup de main à mes collègues qui sont déjà sur place, et on tente de réanimer les jeunes. Et là, le médecin arrive et il nous dit, là, arrêtez sur celui-là, on va continuer sur l'autre. Et voilà, et donc après, on est vraiment énormément sur l'intervention, donc c'est un peu marquant. Mais c'est pareil, après, on réalise pas quand on est dessus parce qu'on est concentré. Chaque minute compte, donc on donne tout ce qu'on a, en fait. Mais c'est après, quand on se retrouve tout seul sous la douche et qu'on réfléchit et on se dit, ah ouais, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Après, on reçoit les messages des parents qui nous disent, mes parents qui m'envoient un message en me disant, on a vu à la télé, il y a eu un gros accident sur ton secteur, dans le 13e, est-ce que ça va? Est-ce que tu étais dessus? Et on allume la télé, on parle de cet accident à la télé. En fait, ça nous poursuit pendant quelques jours et parfois, c'est pas facile. Les personnes, en fait, quand elles font un malaise cardiaque, il y a toujours, comme je l'ai dit, un peu d'espoir au début. En fait, elles font un malaise cardiaque. Donc, du coup, le corps n'est pas encore mort. Et donc, du coup, s'il est réanimé le plus rapidement possible, et que derrière, on met un DSA, le défibrillateur, qu'on remet un petit choc électrique, il y a toujours de l'espoir. Et moi, ça m'est déjà arrivé de faire des massages cardiaques, notamment sur un feu. On arrive, la personne, c'est une dame, elle s'est intoxiquée par les fumées, son appartement a été vraiment embrasé. Nous, on est arrivé, on a pris la dame, on l'a sortie à l'extérieur, on a descendu l'étage en dessous et on a massé, massage cardiaque, pendant que mes collègues partaient éteindre le feu. Donc on était une grosse équipe, et moi je masse. Et puis au bout d'un moment, on a une activité. Le cœur s'est remis à battre. Donc voilà ce qu'on appelle un sauvetage dans le jargon des pompiers. Et donc voilà, la personne était en arrêt cardio-respiratoire, elle ne respirait plus et son cœur ne battait plus. Mais le fait qu'on la réanime,
et qu'on mette le défibrillateur, bien sûr il y avait l'équipe médicale qui ont injecté des produits, et la victime a pu repartir. Et donc du coup elle est partie en réanimation à l'hôpital, et on a eu des nouvelles 2-3 mois après, la victime allait mieux. Donc voilà, en fait, quand on fait un arrêt cardiaque, on peut toujours survivre à ça en fait. Il faut être pris en charge le plus rapidement possible. J'ai toujours eu un peu peur au début de partir pour des interventions où les victimes étaient décédées. Donc moi j'ai toujours eu au début en tout cas, cette appréhension d'arriver, de voir les personnes en vie, en fait, discuter avec elles, d'établir une relation et de repartir et que la personne est décédée en fait. Ça c'était ma plus grande hantise. Après je l'ai vécu et pareil on s'y habitue en fait. Et dans le métier de sapeur-pompier, on apprend à ne pas trop lier de relations avec les victimes. En fait, on est là dans leur vie un court instant, on n'est pas là longtemps. Et donc, il ne faut pas trop s'attacher parce que sinon, quand on rentre à la caserne et quand on rentre à la maison, ça nous suit. Donc, on apprend à vivre avec. Alors oui, je pense qu'on peut s'habituer à la mort, surtout dans un métier comme sapeur-pompier, parce qu'on la côtoie au quotidien en fait. On peut, à chaque garde, on peut faire 1 décès, 2 décès, 3 décès. Ça m'est déjà arrivé d'en faire plusieurs par jour. Donc au début ça fait bizarre bien sûr de voir des morts, mais on s'y habitue. Mais on peut peut-être devenir insensible. Moi je sais qu'à la fin de mon contrat chez les pompiers de Paris, ça me faisait plus trop rien de voir un cadavre, de voir quelqu'un de décédé. Bien entendu, après, il y a différents types de décès. Il y a les enfants. Donc les enfants, je pense qu'on s'y habitue jamais, en fait. Plus c'est jeune, plus l'enfant est jeune, et plus ça nous retourne un peu le cerveau. Et après, ça dépend aussi de notre condition familiale. Moi, je sais que j'ai des collègues qui sont parents, qui ont des enfants, donc ils sont encore plus touchés quand c'est des enfants. Mais même moi, en tant que célibataire et n'ayant pas d'enfants, ça me faisait toujours quelque chose de voir des enfants de 12-13 ans décédés. Donc voilà, à part ce cas de figure, je pense que la mort, on peut s'y habituer, surtout quand ça fait partie de notre quotidien. Alors oui, mon travail m'a affecté en dehors du travail, en dehors de mes gardes, notamment au début, parce qu'on n'est pas habitué en fait à voir toute cette souffrance et à côtoyer la mort au quotidien. Donc au début, ça m'a impacté, c'est-à-dire que je rentrais, je prenais le train, parce que quand on est pompier de Paris, on n'est pas forcément de la région parisienne. Moi, j'étais de Lyon, je suis de Lyon, mais j'ai grandi à Lyon, donc je faisais les allers-retours en train. Donc je prenais mes gardes à Paris en train. Et quand je me retrouvais tout seul dans le train, donc des fois je reprenais dans la tête tout ce que j'avais vécu pendant ma garde. Donc des fois le trajet était un peu long parce qu'on se rappelle, on se souvient. Et on se pose des questions et des fois j'arrivais à Lyon pas au top quoi, un peu peut-être blanc ou pâle parce que j'étais encore je réalisais en fait les choses que j'avais vécues et après le temps passe et comme je l'ai dit juste avant, on s'y fait et après c'est plus trop un problème, ça fait partie de notre quotidien. Et en fait le plus dur c'est qu'au début on veut en parler à nos proches, à nos familles. Et après on se protège de ça en fait parce qu'on veut pas les impacter non plus en fait. Donc du coup moi au début j'en parlais à mon frangin, à mes frangins, à mes parents. Et après je me suis rendu compte que c'est pas eux qui vont m'aider en fait. Les seules personnes qui pourront m'aider à encaisser, c'est plus les collègues, les gens qui l'ont vécu avec moi en fait. Donc c'est comme ça qu'au final j'arrivais en tout cas à m'y faire en fait. C'est grâce aux collègues. Alors quand une personne décède, après plusieurs mois, ça nous est déjà arrivé, personne ne répondant pas aux appels, on arrive sur intervention et la personne est en état de décomposition. Donc elle est décédée depuis plusieurs mois, c'est déjà arrivé, mon maximum je crois que c'est 4 mois, donc pendant 4 mois la personne est sur son lit. Et en fait nous on arrive tout simplement, pas parce que c'est des gens qui se sont inquiétés de son absence, tout simplement parce que c'est l'odeur en fait, ça sent mauvais. Du coup, dès que nous on arrive dans ce type d'intervention, on sait que la personne est décédée. Donc là, c'est un des cas où on va pas réanimer parce que la personne est décédée depuis plusieurs mois, elle est en état de décomposition. Donc le chef d'agrès de l'ambulance peut dire voilà, on va pas réanimer. Il n'y a pas besoin de médecin quoi pour déclarer la mort à ce moment-là. Mais bon, il faut quand même s'assurer que c'est bien une personne. Donc du coup, on rentre à l'intérieur, on casse la vitre, on ouvre la porte, on rentre. Et état de décomposition, donc le corps, je
je sais pas, je pense qu'il faut être un peu scientifique pour comprendre comment ça se passe. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de voir des corps triplés de volume, en fait, gonflés, genre des organes qui ont vraiment gonflé. Et pareil, avec une odeur nauséabonde, en fait, après ça reste sur les vêtements, en fait, dès qu'on rentre, on change, on veut laver nos vêtements parce que ça sent, on a encore l'odeur de la mort pendant plusieurs heures. Et donc, en fait, le corps, quand il se décompose, c'est un peu... surtout de cette manière-là, en fait, parce que le corps n'est pas traité, en fait, il est juste en train de moisir. Et selon les appartements, il y a des appartements humides ou pas, le corps réagit plutôt bizarrement. Et moi, ça m'est déjà arrivé aussi de faire une personne ne répondant pas aux appels. On arrive, pareil, ça faisait quelques semaines qu'elle était décédée. Bon, c'était un papy, il était certainement mort dans son sommeil. Et il y avait des vers de terre qui sortaient de ses yeux, quoi. Vers de terre, les moucherons dans l'appartement. Et donc, on s'est tous dit que les moucherons, ils venaient de son corps, en fait. Et ça fait un peu bizarre, mais bon, après ça allait, quoi. C'était pas traumatisant parce qu'on n'a pas connu la victime, en fait. On est arrivé, elle était déjà morte, en fait. Donc au final, c'était juste une intervention basique pour nous, quoi. Alors oui, je souhaiterais qu'on se rappelle de moi après ma mort. Pourquoi? Parce que je pense que la vraie mort, c'est quand on oublie la personne, en fait, quand on se souvient plus d'elle. Donc je pense qu'au final, qu'on se souvienne de moi, c'est rester en vie, en fait, un peu dans l'esprit de chacun. Et donc voilà pourquoi moi j'aimerais qu'on se souvienne de moi, comme ça je serai pas réellement mort, parce que on se rappellera de moi. Alors oui, je fais des choses dans ce sens, je fais en sorte qu'on se rappelle de moi, en fait, mais je le fais pas pour ça, mais je pense que je le fais sans le vouloir pour ça. Par exemple, faire des vidéos sur YouTube, voilà, les vidéos elles me survivront, je pense, j'espère. Du coup, les vidéos seront toujours là. J'écris aussi, et je vais bientôt sortir un livre, un premier livre. Et c'est bien parce que j'ai pas fini le premier, que j'ai déjà envie d'en écrire un deuxième. Et j'ai l'impression de laisser une trace. Et ça aura peut-être pas d'impact, c'est pas ça le sujet, mais voilà, il y aura peut-être des gens qui le liront après mon passage, et on se souviendra de moi. Et ça, moi je trouve que c'est ça, rester en vie, en fait. Alors, je trouve la vie super courte. Et ça fait pas longtemps que je trouve la vie courte. Je la trouve courte depuis quelques années, peut-être 2 ans, depuis que je suis indépendant et que je voyage, en fait, et que je fais des vidéos et que je m'amuse à faire ce que je fais, en fait. Et là, je la trouve vraiment courte, la vie, parce que le monde est très grand et on pourra pas aller de partout. Mais c'est intéressant, du coup, parce que du coup, il faut faire en sorte de faire un maximum de choses, vivre un maximum d'expériences, rencontrer un maximum de personnes. Et je sais que je pourrais pas rencontrer toutes les personnes que j'ai envie de rencontrer. Mais oui, la vie est courte. Je pense que la vie est courte. En fait, je pense que le fait d'être immortel, ça enlève un peu de saveur à la vie, parce que on sait qu'on va pas mourir. Et c'est vrai que le fait de savoir qu'on va mourir, je pense, hein, enfin moi c'est ma vision personnelle, mais je pense que ça nous permet de profiter à fond de ce qu'on a. Et peut-être pas, mais peut-être que si on est immortel, on peut se contenter de ce qu'on a plus longtemps. Moi j'ai eu 2-3 petits passages dans ma vie qui ont été assez difficiles. J'ai fait une dépression, par exemple, et j'aurais été immortel, je me serais dit c'est pas grave, ça peut durer longtemps, je m'en fiche, ça passera peut-être à un moment donné. Et là, le fait de savoir qu'on va mourir, non, j'ai pas de temps à perdre, j'ai pas le temps d'être malheureux. On n'a qu'une vie, on en a qu'une et elle est courte, alors il faut la manger, cette vie. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Donc le message que j'aimerais laisser à ceux qui regardent cette vidéo, c'est que, après, voilà, je suis personne pour le dire, mais la mort fait partie de la vie, c'est une chose, on y sera tous confrontés, un jour ou l'autre. Et il faut se le mettre dans un coin de la tête, mais voilà, on a l'autre coin de la tête pour réaliser des choses, faire des choses grandioses, profiter de la vie, voyager, aimer les gens qui nous entourent, et vivre, en fait, tout simplement, quoi. C'est ça la vie, le bonheur, chercher le bonheur. Et la mort, ça arrivera de toute manière, on y sera tous confrontés, donc voilà, profitez, vivez votre vie à fond, et puis peut-être qu'on se retrouvera là-haut, hein, on sait même pas ce qu'il y a en plus derrière. Donc autant profiter de ce qu'il y a là, de ce qu'on voit, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut accomplir, des gens qu'on peut rencontrer, des projets qu'on peut faire, et puis voilà, après on verra. Je m'appelle Guillaume,
Je travaille comme ouvrier d'entretien général dans les espaces verts à la mairie de Paris. J'ai 40 ans et entre l'âge de 20 et 30 ans, j'ai été bûcheron élagueur à la mairie de Paris. J'ai été en dehors de cela militaire de réserve dans la réserve opérationnelle au 5e régiment du génie. Je fais du Vigipirate, ce qu'on appelle sentinelle aujourd'hui. Et j'ai été bénévole à la Croix-Rouge, équipier secouriste et action sociale pendant 10 ans. Et à la suite de la fermeture de mon régiment dans la réserve opérationnelle, j'ai poursuivi mon activité pendant 1 an à la réserve opérationnelle des sapeurs-pompiers de Paris. Mon père est mort en 2005, après l'armée. Mon père a quitté l'armée en 97-98, avec le grade de capitaine, après 30 ans de service dans l'armée. En 2005, il est mort d'un cancer du côlon. Et moi, j'avais 26 ans. Ça a été très particulier pour moi. Parce que ma phase de deuil a duré à peu près 9 ans. Quand mon père est mort d'un cancer en 2005, j'étais encore secouriste à la Croix-Rouge de Paris. Je prenais des gardes chez les pompiers de Paris. On donnait renfort. J'étais en renfort chez eux. Et je suis parti en intervention une fois chez une personne. Et cette personne était en train de mourir d'un cancer. Et j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour ne pas me dire, ne pas avoir de mimétisme, ne pas mettre d'affect envers cette personne, parce que cette personne n'était tout simplement pas mon père, qui venait de mourir. Et j'ai dû faire beaucoup d'efforts. Sur intervention, on dit souvent, si ça va pas, tu te retires. On t'en voudra pas, on t'en veut pas. Tu préviens et on t'en veut pas, parce que c'est normal, parce que c'est un sujet qui nous touche beaucoup, c'est un sujet qui touche tout le monde, et chacun réagit à sa manière, chacun réagit de comment il est par rapport à son vécu, par rapport à son expérience, par rapport à la personne qu'elle est. Ça a été une espèce de combat contre moi-même, combat auquel j'ai trouvé la solution, qui a été de rester sur intervention, et ça m'a aidé à prendre du recul en fait. Le fait de repartir sur intervention, le fait de repartir auprès des gens qui souffrent, qui vont mourir, alors que mon père venait de mourir, alors que j'ai mis 9 ans à faire mon deuil, alors que j'étais en plein deuil, ça m'a permis de prendre du recul et ça m'a aidé justement à faire mon deuil. Alors, est-ce que mon père a émis des regrets sur son lit de mort? Donc, il n'a pas émis de regrets. La seule chose qu'il voulait, c'est que sur sa plaque, il soit inscrit « Ne sois pas triste car j'ai été heureux ». Parce que mon père il a été heureux, parce que mon père a considéré qu'il a été heureux, parce que mon père a considéré qu'il avait réussi sa vie. C'était la seule chose qu'il voulait. Il m'a dit, pas de fleurs, pas de cérémonial, rien. Un enterrement simple, sobre, et avec une seule phrase, ne sois pas triste car j'ai été heureux. Les gens qui vont pas bien, ils peuvent avoir des tendances qui ne sont pas des tendances à souhaiter la mort, mais plutôt des tendances à souhaiter que leur souffrance s'arrête. Et si la mort peut être un moyen, alors ils le feront. Parce que leur seule volonté, c'est que la souffrance s'arrête. C'est pas la mort qui est un but. La mort n'est qu'un outil à ce moment-là. Et donc ça peut être une volonté qui n'est pas une volonté... Pour la plupart des interventions et tentatives de suicide que j'ai fait, c'était des appels à l'aide. C'était plutôt des, entre guillemets, des stop la souffrance. Je veux arrêter de souffrir, plus que des volontés de mourir. Ceux qui veulent mourir, ils mourront. Est-ce que je trouve la vie courte? Ça dépend. La vie peut être très longue quand on meurt à 40 ans, et la vie peut être très courte quand on meurt à 80 ans. C'est-à-dire qu'on trouve la vie courte en fonction de ce que l'on fait de notre propre vie, en fonction de ce que l'on fait de la vie, en fonction de comment on vit la vie. Donc voilà, il y a des gens à 80 ans qui vont trouver la vie courte, et puis d'autres qui vont, à 40 ans, trouver la vie longue. Moi, pour mon cas, je considère que je fais du bonus depuis l'âge à peu près de 20 ans. Mais je dirais plutôt même 30 ans. Enfin, 30 ans, voilà. Depuis l'âge de... Ça fait 10 ans que je fais du bonus, en fait. Disons que j'aurais pu mourir à 30 ans, j'aurais bien vécu. Je suis contre la peine de mort parce que la mort est irréversible. Or, la justice est humaine et la justice peut se tromper.
Si on prend un exemple très simple, c'est Patrick Dills. Et Patrick Dills, au moment où il a été condamné, ça faisait à peine quelques années que la peine de mort avait été supprimée, abolie en France. Au moment où il a été condamné à la peine maximale. Et quelques années auparavant, la peine maximale, c'était la peine de mort. Patrick Dills, il a été reconnu innocent de très nombreuses années plus tard. Ça veut dire que si on avait condamné Patrick Dills à la peine de mort, on aurait condamné un innocent à la peine de mort. Et c'est en ça que je suis contre la peine de mort, parce qu'elle est irréversible. Étant donné qu'on va tous mourir un jour, je vois pas pourquoi on aurait peur. Si ça nous fait peur, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi on a peur de ça? Est-ce que la peur de la mort ne cache pas quelque chose, autre chose? Est-ce que c'est juste peut-être une façade, une vitrine? Derrière, il y aurait quelque chose un peu plus à creuser, et qu'au final, c'est peut-être pas de la mort que nous avons peur, mais d'autre chose. Je regardais une vidéo d'Axolot, Patrick Beau, pas si longtemps que ça, qui parlait des rites funéraires à travers le monde. Et dans nos sociétés occidentales, on le voit au quotidien, on ne parle jamais de la mort, on ne parle jamais de tout ça. Au contraire, on la fuit, on la cache. Les cimetières, ils sont loin des villes. Quand ils sont intégrés dans des villes, c'est parce que ce sont des grosses villes. Mais sinon, dans les petits villages, les cimetières sont aux abords des villages. Les morts, ils sont aseptisés, ils sont nettoyés, ils sont apprêtés, ils sont douchés. On fuit la mort. On ne veut pas voir la mort dans notre société occidentale. Et alors que la mort fait partie de la vie, alors que la mort elle fait intégralement partie de la vie, on va tous mourir un jour, on devrait justement la voir un peu plus souvent dans notre société, mais pas de manière négative, mais plutôt de manière positive. C'est-à-dire comme quelque chose qui n'est non pas la fin de quelque chose, mais qui fait partie d'un tout, d'un ensemble. On est, on vit, on meurt. Voilà.